J'ai mis la table pour 24 membres de ma famille pour ma pendaison de crémaillère. Pas un seul n'est venu. Quelques heures plus tard, ma mère a publié, fière de la réussite de mon fils. Ils ont célébré son appartement en location comme s'il avait acheté un manoir. La lumière du soleil d'automne entre à flot par mes fenêtres, créant des motifs dorés sur la table à manger que j'ai passé 3 heures à dresser, 24 couverts avec de la porcelaine vintage que j'ai collectionnée pendant des mois, 24 verres en cristal qui captent la lumière, 24 chaises vides. Mon téléphone sonne à nouveau. Le son perce le silence comme une accusation. Je l'évite depuis 1 heure, mais les notifications ne s'arrêtent pas. Avec des doigts tremblants, je le saisis. Son poids est soudainement insupportable. L'écran s'illumine d'un flot d'alertes des réseaux sociaux. Et ils sont là, tous. Maman et papa rayonnant à côté de Brandon dans ce qui doit être son nouvel appartement. Tante Suzanne levant une flûte de champagne. Oncle Robert avec son bras autour de ma cousine Mélissa. Grand-mère, l'air frêle mais heureuse dans un coin de la photo. La légende de ma mère dit, tellement fière du premier achat immobilier de notre garçon. La famille Taylor célèbre la grande étape de Brandon. Je glisse vers la photo suivante. Plus de famille, plus de sourires, plus de champagne. Puis une vidéo se lance. Brandon, ses dents parfaitement blanches brillant alors qu'il rit avec 2 de nos cousins. Massy se la raconte toujours avec ses publications de rénovation sophistiquées. Aujourd'hui, c'est mon jour. Le téléphone glisse de ma main, s'écrasant sur la table. Je presse ma paume contre ma bouche, mais cela n'arrête pas le sanglot qui s'échappe. Les larmes brouillent ma vision alors que je fixe les hors-d'œuvre intacts, le vin pour lequel j'ai fait une folie parce que papa aime un bon cabernet, les petits pains faits maison qui refroidissent dans leur panier. Il y a quelques heures à peine, je fredonnais en m'affairant dans cette cuisine. Je me suis réveillé avant l'aube, trop excité pour dormir. La lumière du matin avait à peine touché les vieux parquets en chêne lorsque j'ai passé en revue ma liste de contrôle manuscrite. L'invitation, envoyée il y a des semaines, promettait une célébration à 14 heures de ma première maison. Cette maison de style craftsman de 1920 pieds carrés dans laquelle j'avais versé mes économies et 9 mois de labeur personnel pour la restaurer. Tu en fais encore trop, avait dit Rachel, en me regardant arranger des fleurs dans les vases bleus vintage que j'avais collectionnés spécialement pour ce jour. Mais son sourire était bienveillant alors qu'elle m'aidait à polir l'argenterie qui appartenait autrefois à ma grand-mère. Je veux que tout soit parfait, avais-je expliqué, en ajustant une serviette pour la 4e fois. Maman a dit que la maison était trop petite quand je l'ai achetée. Papa pensait que le quartier était douteux. J'ai besoin qu'il voie ce que j'ai créé ici. Rachel m'avait serré l'épaule. Il devrait être fier de toi quoi qu'il arrive. Le premier signe de problème est arrivé à 13h45. Un texto de maman, un peu en retard. Commencez sans nous. À 15h30, mes collègues, Jane et Peter, étaient arrivés. Ma voisine âgée, Madame Eleanor, a apporté une tarte faite maison. 3 amis de l'université sont venus avec du vin et des étreintes chaleureuses, mais pas de famille. À 16h15, j'avais appelé mes parents cette fois, tombant directement sur la messagerie vocale. Brandon ne répondait pas non plus. Mes textos aux oncles et tantes restaient non lus. À 17h08, tante Suzanne a finalement répondu. « Chérie, tu ne viens pas à la pendaison de crémaillère de Brandon ?» a-t-elle demandé, le bruit de fond couvrant presque sa voix. Il a acheté un appartement en centre-ville. Tout le monde est ici pour fêter ça. Tes parents ont dit que tu savais. Ma gorge s'est nouée. Brandon loue son appartement. Il n'a rien acheté. Une pause. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il a dit à tout le monde, en tout cas. Il a organisé ça la semaine dernière. Il a dit que c'était important pour lui. J'ai envoyé les invitations pour ma pendaison de crémaillère il y a 1 mois, ai-je murmuré. Aujourd'hui à 14h. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh, mon Dieu. Eh bien, nous sommes tous ici maintenant. Mais peut-être que tu pourrais passer plus tard? Après ta petite réunion? J'ai raccroché. Maintenant, je suis assise, entourée de chaises vides destinées à des gens qui ont choisi de ne pas venir. Les 7 fidèles qui sont venus échangent des regards inquiets par-dessus la table chargée de nourriture qui refroidit. Madame Eleanor, 83 ans et plus vive que la plupart des gens de la moitié de son âge, se lève de sa chaise. Elle lève son verre, son regard stable et féroce.
Ne laisse pas des chaises vides te voler ta joie, ma chère. Aujourd'hui, c'est le jour de Massy. Les autres lèvent leur verre. Rachel se penche près de moi, sa voix douce contre mon oreille. Ceci est ta vraie famille, Massy. Ceux qui choisissent d'être ici. Mon téléphone s'allume à nouveau. Maman appelle. Cette paire d'yeux me regarde, l'inquiétude gravée sur leur visage. Je coupe la sonnerie d'un mouvement décidé et lève mon verre au toast d'Éléanore. Pas aujourd'hui, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Aujourd'hui, il s'agit des gens qui sont venus. 3 heures plus tard, le dernier invité me fait un signe d'adieu, disparaissant dans l'obscurité au-delà de la lumière de mon Porsche. Seule Rachel reste, m'aidant à emballer les restes qui me nourriront pendant des jours, un rappel amer des chaises vides. Tu devrais rester chez moi ce soir, dit Rachel, en fermant un autre récipient. Nous boirons du vin et regarderons de mauvais films jusqu'à ce qu'on s'endorme. Je secoue la tête. J'ai besoin d'être ici. C'est ma maison. Le mot reste coincé dans ma gorge. Maison. Le concept semble à la fois puissant et fragile après aujourd'hui. La sonnette retentit. Ces carillons tranchent le silence de la maison. Rachel et moi échangeons un regard. Je vais voir, dis-je en m'essuyant les mains sur un torchon. J'ouvre la porte et trouve ma mère, Linda Taylor, debout sur mon Porsche. Ses boucles d'oreilles en perles captent la lumière alors qu'elle regarde par-dessus mon épaule dans la maison, scrutant ce qu'elle peut voir de mon salon. Puis-je entrer ? Demande-t-elle, sans attendre de réponse. Alors qu'elle avance, je m'écarte, mon estomac se nouant. Elle traverse mon entrée, ses yeux parcourant les parquets en bois franc refait. Les moulures d'origine que j'ai passé des semaines à restaurer, le luminaire vintage que j'ai déniché dans 3 antiquaires différents. C'est joli, dit-elle avec une légère moue, plus petit que sur les photos. La piqûre familière de son dédain me brûle la poitrine. Rachel apparaît dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le salon. Sa présence est un soutien silencieux. « Maman, pourquoi es-tu là ?» Je demande. Linda laisse tomber son sac à main sur mon canapé et se tourne vers moi. Honnêtement, Massy, je ne comprends pas pourquoi tu fais toute une histoire pour aujourd'hui. Tu es toujours en compétition avec Brandon, tu le fais se sentir petit. Il fait enfin quelque chose de positif dans sa vie, et tu n'as même pas pu venir le soutenir. L'audace de sa déclaration me laisse momentanément sans voix. La vive inspiration de Rachel est le seul son dans la pièce. Je ne pouvais pas venir, ai-je finalement réussi à dire, parce que j'étais ici, à organiser ma propre pendaison de crémaillère à laquelle je vous ai tous invités il y a 2 semaines. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent, dit-elle en agitant la main. Tu sais comme nous sommes tous occupés. Brandon n'a décidé de sa pendaison de crémaillère qu'il y a 1 semaine. Il était si excité. Je sens quelque chose changer en moi. Il y a 1 semaine ? Mais mes invitations ont été envoyées il y a 4 semaines. Linda s'affaire à ajuster un coussin sur mon canapé. Brandon a traversé une période difficile. Quand il nous a dit qu'il organisait une petite réunion, nous avons pensé que ce serait bien pour lui. Pour lui donner un peu de confiance. Il vous a dit que c'était un appartement en location, pas un achat, n'est-ce pas ? Je demande, ma voix plus stable que je ne le ressens. Les doigts de Linda se fichent sur le coussin. Eh bien, tu sais comment est ton frère avec les détails. Ce qui compte, c'est qu'il prend enfin des initiatives. Maman, dis-je lentement, la réalisation m'envahissant. Savais-tu que Brandon avait programmé sa fête le même jour que la mienne ? Son silence répond à ma question plus clairement que les mots ne le pourraient. Tu savais, je murmure. Vous saviez tous. Et vous l'avez aidé à prétendre qu'il avait acheté un logement alors qu'il ne fait que louer. La trahison me coupe plus profondément que je ne l'aurais cru. Vous avez organisé une fausse célébration pour éclipser délibérément la mienne. Maintenant, tu es dramatique. Linda se redresse, son mécanisme de défense s'activant. Tout ne tourne pas autour de toi, Massy. Brandon a plus besoin de notre soutien que toi. Tu as toujours été l'indépendante. Indépendante ? Le mot s'enflamme dans ma gorge. J'ai été indépendante parce que je devais l'être. Toute ma vie, vous avez ignoré mes réussites tout en célébrant la médiocrité de Brandon. Les yeux de Linda s'écarquillèrent. Je ne lui avais jamais parlé de cette façon. Quand j'étais au tableau d'honneur,
vous étiez trop occupé au match de football médiocre de Brandon pour assister à la cérémonie. Quand j'ai obtenu ma bourse, vous avez passé la nuit à consoler Brandon parce qu'il n'avait pas eu la sienne, même s'il maintenait à peine une moyenne de C. Ma voix se renforce à chaque mot. J'ai cumulé 3 emplois pour payer mes études supérieures pendant que vous payiez le loyer de Brandon après qu'il a abandonné le collège communautaire. J'ai économisé pendant 7 ans pour acheter cette maison pendant que vous financiez pour lui une entreprise ratée après l'autre. Nous vous avons toujours soutenus tous les deux de manière égale, proteste Linda. Mais le mensonge sonne creux dans l'air entre nous. J'ai dépensé 62 000 $ et 9 mois à rénover cette maison moi-même, je continue, tremblant maintenant. Chaque week-end, chaque jour de vacances, chaque heure libre après le travail. Pendant ce temps, vous critiquiez mon achat inutile dans un quartier douteux sans jamais prendre la peine de venir. Le visage de Linda se durcit. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi? La question jaillit d'un endroit profond et blessé. Nommez une seule chose que vous avez faite pour soutenir mes rêves de la manière dont vous soutenez ceux de Brandon. Son silence s'étire entre nous. Rachel est témoin d'une confrontation qui se préparait depuis des décennies. Cette maison est à moi, dis-je, en marchant vers la porte d'entrée et en l'ouvrant en grand, gagnée par moi. Sors. La bouche de Linda s'ouvre sous le choc. Ce n'est pas ainsi que nos conversations se terminent. D'habitude, je m'excuse de l'avoir contrariée, d'être difficile, d'exister d'une manière qui exige plus qu'elle n'est prête à donner. Massy Elizabeth Taylor, tu ne parles pas à ta mère de cette façon. Je viens de le faire, je réponds, ma voix calme malgré la tempête en moi. S'il te plaît, pars. Elle ramasse son sac à main, les épaules raides d'indignation. Ton père entendra parler de ça. J'en suis sûr. Alors que la porte se referme derrière elle, je m'appuie contre elle, me sentant à la fois vide et étrangement plus pleine qu'avant. Rachel s'approche doucement, m'enlaçant. Je suis fier de toi, murmure-t-elle. La lumière du soleil du matin entre à flot par les fenêtres de ma cuisine lorsque la sonnette retentit à nouveau. J'ai à peine dormi, rejoint la confrontation de la nuit dernière en boucle sans fin. Quand j'ouvre la porte, mon père, Charles Taylor, se tient seul sur le porche, sa grande silhouette légèrement voûtée, son expression inhabituellement incertaine. Puis-je entrer? Demande-t-il doucement. Je m'écarte sans un mot. Contrairement à ma mère, il s'arrête dans l'entrée, observant les détails de ma maison avec une attention sincère. Pourrais-je la voir? Demande-t-il. La maison, en entier. Je le conduis à travers chaque pièce. La cuisine avec ses armoires d'origine restaurées. Le salon avec les bibliothèques encastrées que j'ai poncées à la main. Le bureau où je travaille à distance 2 jours par semaine. La chambre d'amis que Rachel m'a aidé à peindre d'un verso doux. Dans mon jardin, il s'arrête près des bacs à légumes que j'ai construits le mois dernier. Tu as fait tout ça toi-même? Demande-t-il. La plupart, je réponds. Des amis m'ont aidé pour les plus gros projets. Il hoche lentement la tête. C'est magnifique, Massy. Tu as créé quelque chose de spécial ici. Le compliment, le premier sincère dont je me souvienne de sa part, tombe maladroitement entre nous. Brandon a dit à tout le monde qu'il avait acheté l'endroit, dit-il soudainement. Nous savions que ce n'était pas vrai. La confirmation de leur tromperie délibérée pique encore, même si je le savais déjà. Ta mère est très contrariée, continue-t-il. Je reconnais le schéma familier, la tentative de rétablir le contrôle par la culpabilité. Peut-être que si tu t'excusais, nous pourrions mettre ça derrière nous. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité, je réponds, ou d'attendre un respect élémentaire. Son expression se durcit légèrement. Tu sais, Massy, nous ne rajeunissons pas dans notre succession. Je n'ai pas besoin de votre argent, j'interromps. Je n'en ai jamais eu besoin. Quelque chose change sur son visage. De la colère peut-être, d'avoir perdu le levier qu'il pensait avoir. Mais dans cet éclair d'émotion, je vois autre chose. Le schéma qui a défini toute ma vie. Tu as accordé 3 prêts commerciaux à Brandon, dis-je calmement. Le magasin d'équipements sportifs qui a fermé en 6 mois. Le food truck qu'il a vendu après 3 semaines. Le plan d'investissement qui était en fait un système pyramidal. Il a du potentiel, répond automatiquement mon père. Il a juste besoin de soutien pour trouver sa voie. Et moi?
Ai-je jamais eu un potentiel qui méritait d'être soutenu? Son silence en dit long. Une voiture se gare dans mon allée. Rachel en sort avec une femme plus âgée que je reconnais comme son amie, la docteure Hélène Foster. Derrière elle, Madame Eleanor gare sa vieille Buick, sortant avec un plat couvert dans les mains. Mon téléphone sonne avec des messages de collègues qui étaient présents hier, envoyant des photos et des textos de soutien. Je devrais y aller, dit mon père, regardant les arrivées avec un froncement de sourcils. Ta mère s'attend à ce que tu appelles pour t'excuser. La famille a traversé assez de drames. Tu ne peux pas me menacer de rupture familiale alors que c'est déjà ma réalité, je réponds, en le raccompagnant à la porte. Il s'arrête sur le seuil. Ce n'est pas comme ça que les membres d'une même famille se traitent, Massy. Je sais, dis-je doucement. C'est ça le problème. Alors que la porte se referme derrière lui, je m'appuie contre elle, expirant lentement. La docteure Foster s'approche, ses yeux bienveillants m'évaluant avec un intérêt professionnel. C'est la première étape, dit-elle, reconnaissant doucement le schéma. Le petit point de notification rouge sur mon application Instagram me hante depuis 7 jours. Chaque fois que je déverrouille mon téléphone, il me regarde, me mettant au défi de jeter un œil aux dégâts que ma famille continue d'infliger. Je suis assise dans mon bureau à domicile, entouré des murs vert pâle que j'ai peints moi-même, lorsque mon téléphone vibre avec un autre texto. Encore tante Suzanne. Ta mère est très contrariée. Quand vas-tu t'excuser? Je pose le téléphone sur mon bureau sans répondre. La surface en bois sent encore faiblement l'huile de citron du polissage d'hier. Par la fenêtre, je peux voir l'érable dans mon jardin, ses feuilles devenant dorées sous le soleil d'octobre. L'Instagram de Brandon est inchangé depuis le jour de ma pendaison de crémaillère. Son profil met toujours en avant l'annonce de l'achat de l'appartement, avec des toasts au champagne et des commentaires de félicitations de parents qui n'ont jamais pris la peine de vérifier un seul mot. Assez, je murmure à la pièce vide. Je prends mon téléphone et ouvre ma pellicule. Là, attendant, se trouve la photo que Rachel a prise il y a 3 mois. Moi, debout sur le porche de ma maison de style craftsman, tenant les clés, le visage rouge de fierté et d'épuisement. La légende se forme dans mon esprit avec une clarté parfaite pendant que je tape. Rénovation terminée pour mon premier achat immobilier. Du recablage à la finition de ces parquets centenaires, tout fait moi-même. Merci à tous ceux qui ont soutenu ce voyage. Premier propriétaire rénovation style craftsman. J'appuie sur publier sans mentionner la trahison, sans taguer un seul membre de la famille. Le souvenir de l'achat de cette maison me submerge. Travailler 60 heures par semaine entre mon travail d'ingénieur de données et le codage en freelance le week-end. Vivre dans un studio avec des meubles de l'université pour économiser chaque dollar possible. Perdre 3 maisons dans des guerres d'enchères avant de finalement recevoir l'appel concernant cette maison Craftsman qui nécessitait trop de travail pour la plupart des acheteurs. Ce moment, debout seul dans le salon vide après avoir signé les papiers, pressant ma paume contre l'arche en bois usé. Pas de parents pour célébrer avec moi, pas de frères pour aider à déménager les meubles, juste moi, un jeu de clés et une maison qui avait autant besoin de soins que moi. Quelle différence avec la situation de Brandon. L'appartement en centre-ville que nos parents ont aidé à garantir avec le premier et le dernier mois de loyer. Les meubles qu'ils ont achetés, le service de déménagement qu'ils ont payé. Mon téléphone émet un ping avec un message de Cathy, la fille de la sœur de mon père et la seule parente qui semble voir la situation clairement. Je pensais que tu devrais voir ça. Son texto est suivi de captures d'écran de la conversation de groupe de la famille élargie. Mon estomac se serre alors que je fais défiler les messages. Tante Suzanne, la situation avec Massy devient incontrôlable. Linda et Ordel. Oncle Robert, Brandon dit qu'elle est juste jalouse de son succès. Elle l'a toujours été. Cousin Michael, nous savons tous que Massy a toujours été difficile. Vous vous souvenez de la crise qu'elle a piquée à Thanksgiving quand elle avait 16 ans. La crise à laquelle ils font référence était ma réaction lorsque tout le monde a oublié que j'avais été accepté au MIT avec une bourse partielle. Ils avaient passé tout le dîner à discuter de la moyenne de ces deux Brandon en mathématiques au lycée. D'autres captures d'écran suivent, révélant la mythologie familiale contre laquelle je me bats toute ma vie. Massy la fauteuse de troubles. Massy l'hypersensible. Massy qui doit faire plus d'efforts pour s'entendre avec les autres. Le poids de leur rejet collectif ressemble à du béton qui durcit autour de ma poitrine. Plus tard dans la journée, le bureau de la docteure Foster sent le bois de santal et les vieux livres.
Le fauteuil en cuir grince légèrement lorsque je change de position, racontant les messages du chat familial. La dynamique de l'enfant en or contre le bouc émissaire est un cas d'école dans votre structure familiale, dit-elle. Sa voix est douce mais pragmatique. Brandon a été positionné comme celui qui ne peut rien faire de mal, tandis que vous avez été assigné au rôle de celle qui ne peut jamais en faire assez. Je soupçonnais cela depuis des années, j'admets, mais de le voir écrit noir sur blanc dans cette conversation de groupe, c'est comme s'il vivait dans une réalité alternative. La docteure Foster se penche légèrement en avant. À quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez de chercher leur approbation? La question reste en suspens entre nous. Pendant un moment, je ne peux plus respirer. Je serai seul, je murmure finalement, complètement coupé. En êtes-vous sûr? Elle fait un geste vers la fenêtre. D'après ce que vous m'avez dit, vous avez Rachel, vos collègues, votre voisine, Madame Eleanor. Des gens qui choisissent de vous voir clairement. Je considère cela. Mais ils ne sont pas de la famille. N'est-ce pas? Demande la docteure Foster, ses yeux bienveillants. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un une famille, Massy? La question me suit jusqu'à la maison, résonnant alors que je me gare dans mon allée. La voiture de Rachel est déjà garée devant. Avec 3 autres, que je reconnais comme étant celles de collègues du bureau. Des pots de peinture et des rouleaux sont visibles à travers les vitres de leur voiture. Surprise! Crie Rachel depuis le porche, en faisant un geste vers le groupe derrière elle. Soirée peinture pour la salle de bain des invités. Nous avons aussi apporté de la pizza et du vin. À l'intérieur, Madame Eleanor est déjà là, arrangeant des fleurs dans un vase sur ma table à manger. J'ai apporté des boutures de mon jardin, explique-t-elle. Et je veux te montrer comment tailler ces rosiers devant avant l'hiver. Ma grand-mère me l'a appris, et quelqu'un devrait connaître ces vieilles techniques. Au cours des 2 week-ends suivants, la maison se remplit de plus que des fumées de peinture et de la sueur. Le rire résonne dans des pièces qui semblaient autrefois creuses d'attente. Mes collègues Jane et Peter deviennent des invités réguliers pour le dîner. Madame Eleanor m'apprend les secrets de sa grand-mère pour faire pousser les tomates parfaites au printemps prochain. La sonnette retentit un mercredi soir alors que je prépare le dîner. À travers le verre dépoli, je reconnais la silhouette de Brandon. Immédiatement, la posture confiante, une main nonchalamment dans sa poche. Quand j'ouvre la porte, son sourire est aussi étudié que jamais. « Salut, sœurette », dit-il, en s'appuyant contre le cadre de la porte comme si nous étions dans une sitcom télévisée. L'endroit a l'air bien. Je ne l'invite pas à entrer immédiatement. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Brandon ?» Il a la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Les choses ont un peu dérapé avec l'histoire de l'appartement. Maman et papa ont peut-être réagi de manière excessive. Ce n'est pas une excuse. Pas vraiment. Je m'écarte et le laisse entrer, le regardant évaluer la maison avec de nouveaux yeux. « Écoute, » dit-il, revenant à son véritable objectif en quelques minutes. J'ai cette opportunité d'investissement. Développement immobilier en centre-ville. Petit investissement de départ, gros potentiel. J'ai pensé à toi puisque tu t'intéresses à l'immobilier maintenant. Le schéma familier se déploie comme une vieille carte. Brandon a besoin d'argent. Brandon vient voir Massy. Brandon s'attend à ce que Massy fournisse. Combien? Je demande, plus curieuse qu'autre chose. Juste 15 000 $ pour commencer. Je te rembourserai une fois que ça décollera. Comme les prêts commerciaux de nos parents qui n'ont jamais été remboursés. Comme le séjour temporaire dans son premier appartement qu'ils ont fini par financer pendant 2 ans. Je regarde mon frère, je le regarde vraiment, peut-être pour la première fois. Le sourire charmant qui n'atteint pas ses yeux. L'attente de conformité est si profondément ancrée qu'il n'envisage même pas que je puisse refuser. Tu ne m'as jamais vu clairement, dis-je doucement, et je te vois enfin. Son visage se durcit légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non, Brandon. Je n'investirai pas dans ton projet. Après son départ, je prends une décision qui me surprend même moi. J'ai appelé ma mère et accepté le dîner du dimanche chez eux. Mais d'abord, j'ai rencontré la docteure Foster pour me préparer. Rappelez-vous, dit-elle pendant notre séance, ils essaieront de vous ramener dans les anciens schémas. Vous n'avez pas à répondre comme vous l'avez toujours fait. Rachel attendra à proximité, je lui dis, juste au cas où.
Bien. Quelles limites établissez-vous avant d'y aller? Je les compte sur mes doigts. Je partirai s'il dénigre ma maison ou mes choix. Je ne discuterai pas de prêter de l'argent à Brandon. Je ne resterai pas plus de 90 minutes. La docteure Foster hoche la tête. Et quel est votre but en y allant? Voir si l'honnêteté est possible, je réponds. Voir s'il y a quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. Le dimanche arrive, froid et clair. Je me gare devant la maison de banlieue de mes parents, sa pelouse parfaite et ses meubles de porche assortis. Un contraste frappant avec ma maison craftsman éclectique. Prenant une profonde inspiration, je me dirige vers la porte. Le silence quand j'entre dans la salle à manger est assourdissant. Brandon tente une blague qui tombe à plat. Mon père se racle la gorge à plusieurs reprises. Ma mère s'affaire avec les plats de service, évitant le contact visuel. Merci d'être venu, Massy, dit finalement mon père. Je prends ma place à table. Je suis ici pour voir si l'honnêteté est possible. Les mots tombent comme des pierres dans l'eau calme. Personne ne semble savoir comment répondre à une communication directe. Nous traversons la majeure partie du dîner avec des conversations étranges sur la météo et les voisins. Ma mère me pose des questions sur mon travail, mais m'interrompt avant que je puisse répondre pleinement. Mon père s'enquiert de la maison, mais grimace lorsque je mentionne le nouveau chauffe-eau que j'ai installé moi-même. La tension se rompt lorsque ma mère pose sa fourchette avec un clic sec contre la porcelaine fine. Je ne comprends pas pourquoi tu as dû acheter une maison aussi chère, dit-elle. Tout cet argent alors que tu aurais pu avoir quelque chose de plus raisonnable comme Brandon. Le mensonge flotte dans l'air entre nous. Je me lève lentement. Une serviette posée soigneusement à côté de mon repas à moitié mangé. Je ne suis pas venu pour plus de mensonges, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Massy, s'il te plaît, plaide mon père, se levant également. La famille devrait se pardonner. Je le regarde directement, puis ma mère, puis Brandon, qui ne croisent pas mon regard. La famille devrait d'abord valoir la peine d'être pardonnée. La porte se referme derrière moi avec une finalité silencieuse alors que je sors dans l'air frais du soir, respirant profondément pour ce qui semble être la première fois depuis des années. Le soleil du matin se déverse sur le comptoir de ma cuisine alors que j'arrange des dahlias fraîchement coupés dans le vase en céramique bleu qu'Eleanor m'a offert. Par la fenêtre, je peux voir mon jardin s'éveiller. 3 mois de travail acharné, transformant ce qui était autrefois de la terre stérile en quelque chose de beau. Les rosiers grimpent sur leurs treillis avec une détermination tranquille, reflétant mon propre parcours. Ces dîners du dimanche deviennent une véritable tradition, crie Eleanor depuis mon porche où elle dépose son célèbre gobelet aux pommes. À 83 ans, elle se déplace avec une agilité surprenante, refusant toute aide. Le meilleur jour de ma semaine, je réponds, et je le pense. La maison semble différente maintenant, entièrement mienne d'une manière qu'elle n'était pas avant. La table de la salle à manger qui affichait autrefois l'absence de ma famille, accueille maintenant régulièrement des rires. Rachel apporte des jeux de société. Peter du travail apporte sa guitare. Ma collègue Samantha amène sa fille, qui poursuit les lucioles dans le jardin au crépuscule. Je me suis habitué au rythme d'un contact familial limité. Papa appelle occasionnellement, maladroit mais essayant. Maman envoie des textos formels sur les événements du quartier auxquels je ne participe jamais. Brandon n'envoie rien, ce qui est une forme de paix en soi. Jusqu'à aujourd'hui. Mon téléphone vibre contre le comptoir. Rachel jette un coup d'œil par-dessus l'endroit où elle coupe des légumes. Ton visage vient de faire ce truc, dit-elle. Je tourne mon téléphone vers elle. Sur l'écran, l'annonce de Brandon sur les réseaux sociaux brille. Elle a dit oui. Jennifer a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Fiancé finalement trouvé la bonne. La photographie le montre rayonnant à côté d'une jolie femme blonde, sa main gauche bien en évidence avec ce qui semble être un diamant assez gros pour nécessiter son propre code postal. Waouh, dit Rachel. Ils n'ont pas commencé à sortir ensemble le mois dernier? 5 semaines, je confirme, en faisant défiler pour lire les commentaires. Des parents dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis des mois ont déjà aimé et commenté. Mes parents menant le cortège des félicitations. Mon téléphone sonne. Le nom de maman clignote sur l'écran. Massy. Sa voix est anormalement enjouée quand je réponds. As-tu vu la merveilleuse nouvelle de Brandon? Nous sommes absolument ravis.
Jennifer est absolument parfaite pour lui. Je presse mes doigts contre ma tempe. Félicitations. Nous organisons une fête de fiançailles dans 3 semaines. Toute la famille sera là. Elle fait une pause significative. C'est important, Massy. Les obligations familiales passent en premier, surtout pour quelque chose d'aussi important. La pression familière monte dans ma poitrine, le poids des attentes enveloppées de culpabilité. J'y réfléchirai, dis-je au lieu de mon accord automatique habituel. Réfléchir? Sa voix s'élève. Ce sont les fiançailles de ton frère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je dois y aller, maman. Les invités du dîner du dimanche arrivent. Je termine l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains sont étonnamment stables. Dans l'heure qui suit, mon téléphone se remplit de messages de tantes, d'oncles et de cousins. Toutes des variations sur le même thème. La famille se rassemble pour les moments importants. Ton frère serait là pour toi. Il est temps de mettre les différends de côté. Le plus révélateur vient de tante Suzanne. Ta mère a mentionné que tu pourrais aider avec les dépenses du mariage puisque Brandon est de nouveau entre 2 opportunités. Rachel lit par-dessus mon épaule et émet un son entre un rire et un reniflement. Bien sûr, l'enfant en or a besoin d'un autre sauvetage. Les conseils de la docteure Foster de notre dernière session résonnent dans mon esprit. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque crise. L'engagement sélectif protège votre paix. Je rédige un message prudent et l'envoie à Brandon. Félicitations pour tes fiançailles. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Rien de plus, rien de moins. Les autres reçoivent des variations de « merci de m'avoir prévenu ». Je tiendrai compte de mon emploi du temps lorsque l'invitation arrivera. Regarde-toi, tu poses des limites comme une championne, dit Rachel en me serrant l'épaule. La docteure Foster serait fière. Je suis d'accord, surprise par la légèreté dans ma poitrine là où la crainte vit habituellement. Le dîner du dimanche se déroule avec la familiarité confortable de la famille choisie. Eleanor raconte des histoires sur les désastres de jardinage de son défunt mari. Peter joue une nouvelle chanson sur laquelle il travaille. Rachel taquine Samantha à propos de son béguin pour le nouveau directeur informatique. Personne ne mentionne les mariages ou les obligations familiales ou mon devoir de me présenter et de faire semblant. Personne ne suggère que je devrais aider à payer pour la célébration de quelqu'un d'autre. Personne ne remet en question ma valeur. 2 jours plus tard, un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. Est-ce Massy? C'est Jennifer, la fiancée de Brandon. Ma prise se resserre. Oui. J'espère que ce n'est pas inapproprié, mais j'aimerais te rencontrer. Juste nous deux. Sa voix manque du charme poli que Brandon recherche habituellement chez les femmes. Il y a quelque chose de rafraîchissant et direct en elle. Puis-je demander pourquoi? Une pause. J'ai vu ce qui s'est passé à ta pendaison de crémaillère à travers de vieilles photos et des commentaires. J'ai remarqué comment ta famille parle de toi quand tu n'es pas là. Une autre pause. J'ai besoin de comprendre dans quoi je m'engage en me mariant. L'inattendu de son honnêteté me prend au dépourvu. Café au Riverdale Roaster demain à 14 h. J'y serai, dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. Ce soir-là, papa est apparu sur le pas de ma porte, une boîte en carton sous le bras. Puis-je entrer? Je m'écarte, notant son respect prudent pour mon seuil, un petit mais significatif changement par rapport à ses précédentes entrées autoritaires. Il pose la boîte sur ma table basse. J'ai trouvé ça dans le grenier. Je pensais que tu les voudrais peut-être. À l'intérieur, des photos de famille que je n'avais jamais vues. Moi à 5 ans, tenant fièrement un ruban de foire scientifique. Moi à 12 ans, assise dans l'atelier de grand-père, apprenant à poncer le bois. Moi à 16 ans, rayonnante devant la voiture d'occasion que j'ai achetée avec mes propres économies. C'est moi qui les ai prises, dit papa doucement. Ta mère pensait que c'était idiot de gaspiller de la pellicule pour des moments de tous les jours. Ma gorge se serre alors que je soulève une photo de moi en toge et mortier de diplômé. Le visage illuminé par la réussite. Papa se tient à côté de moi, un rare sourire sur son visage. Nous t'avons laissé tomber, dit-il simplement. Je t'ai laissé tomber. Les mots que j'ai attendus des décennies d'entendre atterrissent avec un poids surprenant, pas de satisfaction, pas de triomphe, juste une douleur compliquée.
Brandon a dit à tout le monde que la bague de fiançailles est payée, continue-t-il, fixant ses mains. Ce n'est pas le cas. Il a utilisé la carte de crédit de Jennifer avec la promesse de la rembourser. J'attends, le laissant faire face à sa complicité. Ta mère veut que je te convainque d'assister à la fête de fiançailles, d'apporter un cadeau généreux. Il croise mon regard directement. Elle ne comprend pas que les choses ont changé. Dehors, dans mon jardin, les carillons d'Eleanor signalent un changement de brise. Certaines choses ont changé, j'approuve. Certaines non. Papa hoche la tête, comprenant la limite. Il se lève pour partir, s'arrêtant à la porte. La maison est magnifique, Massy. Tu as construit quelque chose de réel ici. 2 heures plus tard, maman arrive à l'improviste, entrant avec une autorité familière. Cette distance ridicule a assez duré, annonce-t-elle. Tu assisteras à la fête de fiançailles de Brandon et tu te comporteras comme un membre de la famille, ou tu ne seras plus de la famille. C'est aussi simple que ça. La menace qui m'aurait autrefois dévasté semble maintenant étrangement impuissante. Ce n'est plus un choix que tu as le droit de faire, je lui dis, ma voix calme. Son visage rougit. Après tout, je déciderai de la fête selon mes propres termes. Tu peux trouver la sortie toi-même. L'après-midi suivant, Jennifer et moi sommes assises dans un coin du Riverdale Roster. Elle ne ressemble en rien aux petites amies habituelles de Brandon. Pas de vernis artificiel, pas de charme calculé. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, explique-t-elle en remuant son café. Mon père était comme Brandon à bien des égards. Charmant, toujours la victime, jamais responsable. Ma mère l'a soutenu jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Une compréhension passe entre nous. Es-tu sûr de vouloir l'épouser? Je demande. Son sourire est triste. Non. Mais j'ai besoin de voir ça clairement avant de décider. Je réfléchis soigneusement à ma réponse. Je viendrai à la fête de fiançailles, je lui dis. Pas pour eux. Pour moi et pour toi. Plus tard dans mon jardin, Eleanor m'aide à couper les roses fanées alors que le soleil couchant jette de longues ombres. Retourner dans cet environnement te fera-t-il du mal? Demande-t-elle, ses mains burinées douces avec les fleurs. Je considère la question. Peut-être. Mais je ne suis pas la même personne qu'il pense que je suis. Eleanor hoche la tête, la sagesse dans ses yeux. La famille, ce n'est pas ceux avec qui tu es né, c'est ceux qui te voient vraiment. Je regarde ma maison, les fenêtres brillant d'une lumière chaude, le jardin prenant racine, la force visible dans chaque réparation et rénovation que j'ai achevée de mes propres mains. Cette maison m'a appris ce que la famille devrait être, dis-je, réalisant la vérité de ces mots alors qu'ils quittent mes lèvres. Des gens qui viennent, des gens qui restent, des gens qui te voient, même quand ce n'est pas pratique ou confortable. La brise du soir transporte le parfum des roses et de la terre fraîchement retournée. La croissance et les limites s'entremêlent. Le jour des fiançailles, les murs couleur crème du Westbrook Country Club défilent alors que Rachel et moi franchissons l'entrée. Le poids de ma décision d'assister à la fête de fiançailles de Brandon pèse lourdement sur mes épaules, mais ma colonne vertébrale reste droite, mon menton levé. Tu es magnifique, murmure Rachel en me serrant la main. L'élégance simple bat l'esbrouf n'importe quel jour. J'ai choisi une robe vert forêt qui effleure ma silhouette sans attirer l'attention. Pas de bijoux voyants, pas de coiffure élaborée, juste moi, sans fioritures et sans excuses. Les murmures cessent alors que nous entrons dans la zone de réception principale. Les parents se figent en pleine conversation, les verres en suspens près des lèvres. Certains hochent la tête maladroitement, d'autres détournent le regard. J'aperçois tante Suzanne chuchotant derrière sa main à oncle Robert, leurs yeux se dirigeant dans ma direction. Brandon se tient près de la table des cadeaux, son sourire vacillant en me remarquant. Il s'attendait clairement à une chaise vide avec mon nom dessus. Une autre occasion de me peindre comme la difficile. Jennifer fait un signe de l'autre côté de la pièce, le soulagement se lisant sur son visage. Mes parents s'approchent avec des sourires étudiés qui n'atteignent pas leurs yeux. Le soulagement de maman se transforme rapidement en quelque chose de plus aigu, de plus calculateur. Papa se balance d'un pied sur l'autre, sa réponse standard à un conflit imminent. Tu es venu, dit maman, sa voix calibrée pour le bénéfice des parents à proximité. Quelle délicatesse. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, je réponds, en gardant une voix légère. Le poids des mots non dits pèse entre nous.
20 minutes passent en petite conversation avec des parents éloignés qui trouvent soudainement la météo fascinante. Je suis à la table des rafraîchissements, sirotant de l'eau pétillante, quand maman se matérialise à côté de moi. Écoute attentivement, siffle-t-elle, le visage arrangé en un sourire agréable pour les spectateurs. Ne mentionne pas ta maison ce soir. C'est le moment de Brandon. L'ancien schéma tente de se réaffirmer. Linda dicte. Massy obéit. Papa plane à proximité, son expression déchirée entre l'intervention et la préservation de la précieuse paix familiale. Maman, Tout ne doit pas toujours tourner autour de toi, continue-t-elle, en réarrangeant des canapés sur sa petite assiette. Juste une fois. Peux-tu laisser ton frère avoir son moment sans compétition? Avant que je puisse répondre, Jennifer s'approche, sa robe de cocktail crème captant la lumière. Ses yeux vont de maman à moi, lisant l'attention. Te voilà, Massy, dit-elle chaleureusement. J'espérais te trouver. Le sourire de maman se crispe. Nous discutions juste d'affaires de famille, ma chère. Je prends une profonde inspiration, me recentrant. Les mots de la docteure Foster résonnent dans mon esprit. Votre réponse vous appartient, pas à eux. Je me tourne vers Jennifer, un sourire sincère réchauffant mon visage. Je suis ici pour te célébrer, Jennifer. Rien d'autre n'a d'importance ce soir. La simple vérité reste en suspens. Les doigts de maman se resserrent autour de son verre, sa tentative de manipulation contrecarrée. Jennifer passe son bras sous le mien, m'éloignant doucement. Merci d'être venu, murmure-t-elle. Ça signifie plus que tu ne le penses. La soirée progresse, une danse prudente de mondanité sociale. Puis vient le moment où Brandon se lève pour son toast, une flûte de champagne à la main. Jennifer et moi sommes si reconnaissants de voir tout le monde ici ce soir, commence-t-il, son charme pleinement affiché. Comme vous le savez, cette année a été pleine d'étapes importantes pour nous. Mon nouvel achat immobilier, ses fiançailles. Le sourire de Jennifer vacille. Ses yeux trouvent les miens à travers la table. Les parents qui ont cru à son histoire d'achat d'appartement s'agitent mal à l'aise sur leur siège. Tante Suzanne étudie son assiette avec un intérêt soudain. Je reste assise, immobile, sirotant mon eau, refusant de corriger ou de m'engager. Le mensonge s'effondre sous son propre poids alors que la confusion de Jennifer devient visible pour tous ceux qui regardent. Après le toast, Jennifer tire Brandon à part. Leurs chuchotements animés traversent la pièce. Les gestes de Brandon deviennent de plus en plus désespérés alors qu'il jette un coup d'œil vers nos parents. Maman redresse le centre de table avec une concentration féroce. Papa examine sa montre comme si le temps lui-même pouvait le sauver. Plus tard, je sors sur la terrasse pour prendre l'air. La soirée de printemps m'enveloppe, fraîche et pure. Te voilà. Jennifer apparaît à côté de moi, les yeux rougis, mais clairs. Ça va? Je demande. Elle secoue la tête. Je n'avais aucune idée de la profondeur de tout ça. L'appartement, la promotion au travail qu'il n'a jamais eu, les économies qui n'existent pas. Sa voix se brise. Tes parents savent, n'est-ce pas? Ils ont toujours su. Oui, je réponds simplement. Ils ont toujours su. Comment gères-tu ça? Cette famille? Je considère sa question, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrit. J'apprends encore. Mais choisir la vérité aide, même quand ça fait mal. La porte de la terrasse s'ouvre violemment. Brandon se précipite vers nous, le visage rouge. Qu'est-ce que tu fais? Demande-t-il. Tu la montes contre moi. Jennifer se redresse. Elle est juste honnête avec moi, Brandon. Honnête? Il rit amèrement. Elle a toujours été jalouse de moi. Demande à n'importe qui dans la famille. Je viens de le faire, dit Jennifer doucement. J'ai demandé à ton cousin Marc à propos de l'appartement. Il avait l'air confus. Le masque de Brandon glisse, révélant l'arrogance en dessous. Et alors? Et si je loue? Tout le monde embellit les choses parfois. Il ne s'agit pas de l'appartement, dis-je doucement. Il s'agit du schéma. La mythologie familiale se dénoue sous les yeux de tous sur la terrasse. 3 autres parents sont sortis, témoins de l'agitation croissante de Brandon. Je prends mon sac à main, soudainement lasse.
Je devrais y aller. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, sa voix tendue. Massie, ne fais pas de scène. Papa s'avance, son visage marqué par quelque chose de nouveau, la reconnaissance. Laisse-la partir, Linda. Nous en avons assez fait. La simple déclaration reste en suspens dans l'air nocturne. Maman le fixe, choquée par cette déviation du scénario. Je passe devant eux, la tête haute, les pas mesurés. Les parents s'écartent comme l'eau, leurs expressions allant de la confusion à une compréhension naissante. Dehors, l'air du printemps remplit mes poumons. Rachel attend près de la voiture, une question dans les yeux. Prête ? Demande-t-elle. Je regarde en arrière le country club, ses fenêtres brillant de lumière. À l'intérieur, la vérité a finalement éclaté. Qu'il l'accepte ou continue de la nier n'influence plus ma paix. Oui, je réponds. Je suis prête. La lumière du soleil filtre à travers de nouveaux rideaux, peignant des motifs dorés sur ma table à manger. Une année s'est écoulée depuis que je me suis assise ici, entouré de chaises vides. Aujourd'hui, 8 couverts attendent avec des vases bleus vintage contenant des roses de mon jardin. 8 chaises qui seront remplies par des gens qui choisissent d'être ici. Je passe mes doigts sur la table en chêne, me souvenant de ce que j'ai ressenti ce jour-là, lorsque mon téléphone a révélé la vérité sur ma famille. Le souvenir pique moins maintenant, émoussé par le temps et la guérison. La docteure Foster appelle cela un progrès. Ça sent merveilleusement bon, dit Rachel, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec une bouteille de vin. Elle est là depuis l'aube, aidant à préparer le dîner de ce soir. Notre tradition du dimanche depuis presque un an maintenant. La recette d'Eleanor, je réponds en souriant et en ajustant une serviette. Elle jurait que son rôti de bœuf pouvait tout guérir. Les murs qui nous entourent racontent notre histoire mieux que les mots ne le pourraient. Des photos de ma famille choisie remplissent les espaces autrefois réservés aux parents de sang. Rachel et moi avons peint le salon. Peter et Jane du travail ont aidé à installer des bibliothèques. Madame Eleanor m'a appris à planter des hortensias avant que sa santé ne décline l'hiver dernier. Tu devrais voir le jardin, je dis à Rachel en la conduisant vers la porte arrière. C'est merveilleux. Dehors, la cour s'est transformée de terre stérile en vie vibrante. Les leçons de jardinage d'Eleanor ne concernaient pas seulement les plantes. Les jardins enseignent la patience, m'a-t-elle dit lors de nos séances de thérapie. Certaines relations fleurissent rapidement. D'autres prennent des saisons de soins, et certaines ne prennent jamais racine du tout. La docteure Foster et moi nous rencontrons maintenant une fois par mois au lieu de chaque semaine. Hier, elle m'a demandé ce que j'avais appris en un an. J'ai appris à construire des clôtures, j'ai répondu. Pas seulement la barrière blanche à l'extérieur, mais des limites qui protègent ce qui compte. Au travail, je suis la mentor d'Alexis, une jeune ingénieure dont la mère critique ses choix de carrière. Hier, elle m'a envoyé un texto, « Tes conseils ont tout changé. » J'ai dit non à maman pour la réunion de famille. Première limite de ma vie. La sonnette retentit, me ramenant au présent. Rachel me serre l'épaule avant que je ne réponde. Mon père, Charles, se tient sur le porche, tenant une plante en pot, l'incertitude gravée sur son visage. Nos rencontres mensuelles autour d'un café ont été des pas maladroits mais honnêtes vers quelque chose de nouveau. Je pensais que ton jardin aurait peut-être de la place pour ça, dit-il en tendant un petit buisson de lilas. Ta grand-mère en avait un dans notre première maison. Je l'accepte avec un sourire sincère. C'est parfait pour le parterre du coin. À l'intérieur, Charles observe l'espace transformé, la maison que ma mère refuse toujours de visiter. Elle reste enfermée dans son récit où Brandon mérite des chances infinies, et où je reste ingrate. Brandon reproche à Jennifer de l'avoir quitté après que la vérité de la fête de fiançailles a éclaté. Aux dernières nouvelles, il est retourné vivre à la maison, continuant à raconter des histoires sur des opportunités imminentes. La sonnette retentit à nouveau. D'autres chaises se remplissent à mesure que ma famille choisie arrive. Le rire résonne dans des pièces autrefois remplies de silence. Charles observe depuis la périphérie, sa présence à la fois étrangère et familière. Quand tout le monde est assis, la chaise vide de Madame Eleanor est une absence honorée parmi nous. Jane lève son verre. À la maison que la vérité a bâtie, dit-elle, faisant écho aux paroles d'Eleanor lors de sa dernière visite. Plus tard, alors que le crépuscule adoucit les contours du jour, Charles me trouve sur le porche.
Tu as construit quelque chose de beau ici, dit-il doucement. Dans cette maison et dans ta vie. J'entends ce qui reste non dit, le regret, l'admiration, l'enchevêtrement complexe d'une relation qui ne guérira peut-être jamais complètement, mais qui pourrait encore devenir quelque chose de vrai. À l'intérieur, d'autres amis arrivent pour le dessert. Ma maison brille de chaleur, visible depuis la rue, si différente de cette maison vide d'il y a un an. J'accueille de nouveaux invités à la porte, apercevant des bribes de la famille que j'ai créée. La prise de conscience s'installe dans ma poitrine comme une profonde respiration. La vraie famille vous voit clairement et choisit de rester. Alors que la nuit tombe, je regarde ma maison remplie de conversations et de connexions. Parfois, vous mettez une table pour 24, mais seulement 8 viennent. Et ces 8 deviennent tout.